Alors, Lorraine Hébert, vous avez pris la relève de Linda Gaboriau en 1987 comme responsable de la dramaturgie au CEAD et c'est un rôle que vous avez joué vraiment à fond jusqu'en 1994. Pour vous, le principal défi au début en 87, qu'est-ce que c'était? C'était d'implanter le service de développement dramaturgique et c'était comment je dirais ça, de faire en sorte que les auteurs apprivoisent cette idée que être accompagné dans une étape de son écriture, avoir du monde autour de la table pour réagir à une écriture, ça allait de soi dans un processus de création. Et c'était pas évident à l'époque. On était encore à l'époque où un auteur arrivait avec son texte et voilà, le texte est fait et je suis un auteur confirmé. Ça, c'était pas évident. Et par rapport, je dirais, aux institutions autour, au théâtre autour, c'était pas non plus évident que le besoin d'un auteur d'être accompagné dans un processus d'écriture. Et c'était pas non plus évident que la littérature québécoise et que la dramaturgie québécoise était une dramaturgie qui avait droit de citer sur nos scènes à Montréal. Alors, il y avait ça. Donc, il y avait de la promotion à faire, mais il y avait aussi l'encadrement de l'auteur pour que quand le texte arrive et qu'on a à le proposer à des metteurs en scène et à des théâtres, ben écoute, ça impressionne. Donc, d'auteurs québécois, mais aussi d'auteurs de la francophonie canadienne. Ça, c'est un mandat encore plus large. C'est arrivé un peu plus tard, ça. C'est que, comme on avait avec Hélène Dumas, qui était la directrice et une super directrice, Hélène s'occupait beaucoup de la diffusion internationale. Et donc, l'idée, c'était que nos auteurs québécois soient connus et diffusés sur la scène internationale. Il y avait eu quand même du travail de fait avec le Festival de Limoges, avec l'éditeur théâtral à Paris. Et donc, moi, quand je suis arrivée, ben, j'ai pris le bateau, j'ai travaillé avec Hélène pour continuer à faire la promotion des auteurs, mais à travers ça, on a donné un peu plus d'ampleur à ce travail de promotion en imaginant des échanges entre des auteurs de la francophonie puis des auteurs du Québec. Et il y avait la commission de théâtre francophone qui était récente, qui datait de 87. Et à un moment donné, j'ai été déléguée sur cette commission-là. Et donc, à travers cette commission-là, on a pu réaliser pas mal de projets, d'échanges ou de travail entre des auteurs francophones et des auteurs québécois, ici au Québec ou encore à Paris, en Belgique. Ça aussi, c'était assez intéressant. Parce que c'était toute la question à l'époque. Est-ce que des Français ou des Belges ou des Africains peuvent interpréter la langue québécoise? Parce que pour les gens de la francophonie à l'époque, la langue québécoise, c'était le joual ou c'était le québécois. Et donc, le défi, c'était d'arriver à leur dire, écoutez, là, au théâtre, l'écriture d'un auteur, la langue d'un auteur, c'est pas une langue québécoise, c'est une langue d'auteur. Travaillez-la comme une langue d'auteur. Mais on a essayé toutes sortes d'affaires, des adaptations sur des expressions, sur une syntaxe. En tout cas, bref, c'était passionnant. Maintenant, je crois qu'on joue les textes dans la langue de l'auteur. On ne se demande pas si c'est québécois, si c'est belge, si c'est je sais pas quoi. Mais à l'époque, on avait tendance à adapter ou à traduire en oui, français on disait plus que français. Pas possible. Et avec quel résultat? Est-ce que ça a donné des résultats parfois, j'imagine, un peu C'est intéressant de voir bizarre. ça. Il y a un film qui a été fait là-dessus qui s'appelait Pièce en transit, je crois. En tout cas, on a fait une vidéo là-dessus dans un transit de langue et de texte dans la francophonie. Et c'était amusant comme expérience. C'était amusant d'entendre la langue que ça produisait, mais ça déformait la langue de l'auteur et ça plaçait, je crois, les comédiens francophones de d'autres pays dans une situation ambiguë par rapport à ce qu'est une langue d'auteur, donc une langue qui est une langue de transposition. C'est une fiction, c'est des personnages, bon.
Pendant toutes ces années-là, vous avez, je dirais, procédé à plusieurs changements un peu dans les activités. Entre autres, la semaine de la dramaturgie ne durait que 3 jours hein, quand Oui, vous êtes arrivé et c'est passé une semaine. Oui, c'est Linda Gaborio qui avait mis ça en place. Je pense qu'il y en a eu avant Linda, mais je pense qu'avec Linda, ça a fait 3 jours. Parce que il me semble bien qu'à l'époque de Claude Deslandes, il y avait déjà des journées de lecture où Daniel Gauthier, qui est la mémoire du CAD, pourrait vous replacer tout ça. En tout cas, à l'époque, il y avait 3 jours, à mon souvenir. Et quand je suis arrivée en août 86, que là, j'ai lu des textes, je me rappelle de Daniel qui m'amène des textes, je regarde ça, mais j'ai dit, quelle mine d'or! C'est pas 3 jours qu'il faut faire, c'est une semaine entière, du matin au soir. Alors, j'arrive dans le bureau d'Hélène, puis je dis, Hélène, il faut faire une semaine de la dramaturgie. Et puis, c'est comme ça que c'est parti. Et puis, je pense que ça a été un moment très important pour les auteurs. Et aussi pour cimenter quand même cette complicité-là qui s'est installée entre des metteurs en scène et des auteurs, et surtout avec des comédiens. Les comédiens étaient toujours prêts à aider un auteur à arriver à maturité avec son texte, donc à prêter leur voix, leur expérience. Mais je pense que ça a cimenté un moment dans l'évolution de l'auteur et du positionnement de l'auteur québécois au Québec, en tout cas. Qu'est-ce que ça a été, je dirais, le moment où l'activité la plus gratifiante pour vous, pas uniquement pour les auteurs, mais pour vous comme responsable de la dramaturgie au CEAD pendant toutes ces années? Il y a eu beaucoup de moments gratifiants. J'adorais ce travail-là. J'aimais beaucoup la relation avec l'auteur quand elle s'installait vraiment, parce que c'est toute une question d'apprivoisement de part et d'autre. Bon. J'aimais beaucoup ça. Quand on sent que l'auteur a trouvé, ça, c'est un moment extraordinaire. Certaines lectures, tu travailles avec un auteur, tu n'es pas certaine, toi, tu as des doutes, hein? Tu n'es pas certaine que tu as compris vraiment le cœur ou l'enjeu dans le texte. Tu n'es pas certaine que ça va passer en lecture et tu as un moment de lecture éblouissant. Donnez-moi un exemple. Je dirais, il y en a eu plusieurs quand même. J'essaie de me rappeler un moment particulièrement éblouissant. Je pense que c'est Daniel Danis. C'était pas une écriture évidente. J'avais essayé d'en faire la promotion dans des théâtres. Les gens me disaient, ah, c'est beau, belle écriture, mais je suis pas sûre que ce soit du théâtre. Ça, c'était un bon moment. Il y a eu aussi, attends que j'essaie de me rappeler, un texte de Carole Fréchette. Et c'était pendant une activité internationale qu'on faisait sur le territoire du Québec. Il y avait des Belges, il y avait des Africains, il y avait des Français. Et je me demande si c'était pas... c'est quoi le texte après les 4 morts de Marie? Aïe, 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 aïe. À moins que ça soit les 4 morts de Marie. C'est-tu les 4 morts de Marie? Et sur ce texte-là, vraiment, on avait fait beaucoup de travail, Carole et moi, pour que ce texte soit pris, retenu, monté. Et des 4 lectures qu'on avait fait pendant cet événement-là, le texte de Carole avait eu une résonance chez les Français. Et les Belges. Et c'est à travers ça, je crois, que quelque chose est arrivé avec Carole. Et moi, j'y croyais beaucoup à ce texte-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est les 4 morts de Marie. Oui, c'est les 4 morts de Marie. Parce qu'avant, il y a eu Baby Blues. 4 morts de Marie. Qui a été monté, donc, directement à la suite de cette lecture-là. Un peu plus tard, à Paris et à Montréal, en même temps. C'est un peu plus tard, il me semble, à 98. Montréal. Ça a été un peu plus long. Je pense qu'il y a eu d'abord un intérêt de l'autre côté, avant que ça se passe ici. C'était une époque difficile pour les femmes auteurs. Je pense que ça va mieux maintenant. Moi, j'étais très préoccupée par la place des auteurs féminins dans nos théâtres. Je trouvais qu'il y avait là une voix, plusieurs voix en fait. Je trouvais qu'il y avait des univers, des nouvelles propositions, beaucoup d'aventures aussi, un peu hors norme.
J'aimais bien ça. Et c'était très, très difficile de trouver des metteurs en scène pour prendre le risque de monter ces paroles-là. Mais maintenant, j'ai l'impression que ça va mieux pour les femmes auteurs. Il me semble que je vois plein de spectacles avec un nom d'auteur féminin. Ça n'a pas l'air de poser de problème. Enfin, peut-être que je suis à l'extérieur puis que maintenant, j'ai l'impression que ça va mieux, mais il me semble que ça va mieux. Il me semble. Mais pourquoi c'était difficile pendant ces années-là? Parce qu'il y avait quand même eu un théâtre féministe, en tout oui, cas, mais c'est très comme... fort, très actif au début, à la fin des années 70, oui, au début des années 80. Oui, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'était déjà le début du backlash, puis on s'en rendait pas compte? Est-ce que c'est parce que quand c'était une prise de parole collective faite par des femmes dans un lieu dit de femmes, ça marchait, mais que de les mettre sur la scène sans que ce soit identifié théâtre de femmes, là, c'était plus difficile? Est-ce que c'est parce que les metteurs en scène hommes se sentaient pas à l'aise de relayer ces paroles-là? Est-ce que les femmes metteurs en scène avaient pas besoin de faire leurs preuves d'abord avec des textes d'auteurs plus connus? Je pense que c'est tout ça ensemble qui faisait que c'était difficile. Pendant les années où vous avez été là, le développement à l'international, donc, s'est amplifié. Est-ce que là aussi, en plus de ces échanges, vous avez le souvenir de résidences, de programmes particuliers qui auraient été déterminants pour, je dirais, la vie du CEAD? Pour la vie du CEAD, je pense qu'il y a eu deux plateformes importantes. Il y a eu le Festival de Limoges, qui a été très important, et pour les auteurs québécois, et pour du théâtre de création québécois. Il y avait là un relais important. Madame Blain venait régulièrement voir du théâtre. Elle venait aux semaines de la lecture. Elle voulait toujours avoir accès aux nouveaux textes, aux nouvelles paroles. Elle était très convaincue de l'importance de l'écriture dramatique dans la francophonie. Et le Québec était pour elle un point de repère important. Et il y avait aussi, à Théâtral, à Paris, il y avait Marie-Agnès Sévestre, qui était de la même trempe, je dirais, une convaincue aussi. Une excellente dramaturgue, une fille d'organisation. Et donc, ça a été, je dirais, un moment où il y a eu plusieurs personnes importantes, très convaincues, qui ont fait que les choses se sont, je pense, développées pour le mieux, pour les auteurs québécois. Et ça a aussi ouvert les écluses, hein, parce qu'autant, puis il y avait Françoise Guillaume aussi à Avignon. Ils étaient très préoccupés par les échanges. Je crois que c'était une bonne idée parce que les auteurs sont très isolés. Ils ont besoin d'émulation, ils ont besoin de se retrouver, de confronter des expériences d'écriture. Bon, ils ont besoin de voyager aussi. Et moi, j'ai connu cette période-là. Donc, j'avais l'impression que c'était quand même une période où les portes s'ouvraient dans les deux sens. Est-ce que les besoins des jeunes auteurs maintenant, vous êtes un petit peu moins Je les prêts? connais plus. Vous les connaissez plus? Je les connais plus. Je les connais plus. J'imagine que les besoins sont les mêmes dans le sens où un jeune auteur doit être très pressé d'avoir accès à un public, c'est normal. Ils ont peut-être par ailleurs plus de soutien et d'occasion de formation qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Ça fait déjà, on est en 2006, ça fait quand même 10 ans et plus. J'ai l'impression qu'ils sont mieux outillés. J'imagine que quand j'arrive au CAD, déjà, ils savent un peu plus où ils s'en vont, savent plus c'est quoi l'écriture dramatique. Et il y a les traditions derrière, il y a les générations derrière qui ont fait du travail. Je pense que le CAD aussi a permis de transmettre un certain nombre de connaissances par rapport à l'écriture qui fait qu'ils sont sans doute un peu plus confortables. Cela dit, j'ai l'impression que ils sont obligés de se produire. Dans bien des cas, ils sont obligés de se produire eux-mêmes. D'ailleurs, la prime Gracien-Gélina, c'est ce qu'elle permet. Elle permet à des auteurs d'aller voir des théâtres et de dire, écoute, j'apporte ça, qu'est-ce que tu peux mettre? Mais c'est pas tous qui trouvent preneur. Je sais qu'il y en a qui, n'ayant pas trouvé preneur, sont devenus producteurs eux-mêmes. Ce qui est pas mauvais non plus comme expérience.
Enfin, je pense qu'ils sont plus débrouillards. Je pense qu'ils ont plus le sens des affaires. Ils sont moins naïfs par rapport à la place de l'auteur dans une machine théâtrale. Vous étiez là en 91, au moment de la création du Fonds Gratien-Angelina. Vous avez été vraiment impliqué. Oui. Est-ce que ça s'imposait à ce moment-là? L'argent était là? C'est un concours de circonstances qui a fait, ou il y avait vraiment une volonté au CEAD d'offrir ce type de soutien, mais vraiment financier très important? Je pense qu'il y avait la volonté de positionner le Centre des auteurs dramatiques, de positionner l'écriture contemporaine, et la volonté aussi d'inscrire ça dans une histoire. Le CAD n'est pas né de nulle part et les auteurs, c'est pas une génération spontanée. Il y a eu Gratien Angelina, après ça, il y a eu Marcel Dubé. Donc, on fait partie d'une histoire. Les auteurs font partie d'une histoire. Je pense que c'était ces trois raisons-là. Vous êtes-vous déjà demandé s'il y aurait une dramaturgie québécoise aussi généreuse et prolifique sans le CEAD? Je crois que non. Je crois qu'il n'y aurait pas cette dramaturgie aussi forte, aussi généreuse, aussi folle, s'il n'y avait pas eu ce soutien du Centre des auteurs dramatiques. C'est très important pour les auteurs de sentir qu'ils ont une place où ils vont être lus, ils vont être soutenus. C'est très facile de se décourager dans l'écriture, surtout quand on est jeune. On ne connaît pas la machine, on ne connaît pas le monde, on les connaît, mais on est intimidé parce que cette écriture-là, on la voit souvent comme tellement sortie du tréfonds des tripes, surtout les premières œuvres. Je crois que le CEAD a créé beaucoup d'envie en Belgique, en France, à Limoges. C'était un modèle en soi. Et je ne suis pas sûre qu'on a réussi à le reproduire, du moins dans la francophonie. Peut-être en Flandre, il y a un centre qui a l'air très intéressant, mais dans la francophonie, il n'y a pas d'équivalent. Je crois pas. Je crois pas. Vous êtes parti du CEAD en 94, mais vous êtes revenu tout à coup en 2001 pour une résidence. Une résidence. Alors, comment ça s'est passé? Alors, je reviens, je crois que c'était en 2001. Je suis pigiste, je fais beaucoup de choses. Je reçois un téléphone et c'est Marie-Auclair à l'époque qui était une des responsables au service de la dramaturgie, qui me dit on fait une résidence avec des Français et des Québécois. Est-ce que tu viendrais comme coach? J'avais pas retouché au travail de coaching depuis mon départ du CAD. Alors, j'avoue que je trouvais que c'était un très beau cadeau. Très beau cadeau. Et j'ai eu beaucoup de plaisir pendant, je pense que c'était 2 semaines, 3 semaines, d'avoir ce contact, parce que ça reste un contact assez extraordinaire avec des auteurs, de rentrer dans l'intimité d'une écriture et c'est un défi aussi, d'établir le dialogue, d'essayer de trouver les bonnes questions, des fois de mettre sur la piste de peut-être ce qu'on a vu, que l'auteur n'a peut-être pas vu. Et puis c'était, on est tout le monde ensemble pendant 3 semaines. C'était à Harford. Non, quand même. Puis j'avais des auteurs intéressantes aussi. Vraiment. Donc, ça a été un beau cadeau. Merci beaucoup, Lorraine Hébert, pour cette entrevue. Merci.